tous, je suis Laurent Bourseau, architecte Microsoft 365 pour nos partenaires. Bienvenue à tous dans cette conférence de rentrée et bienvenue dans cette session autour du travail à distance dans laquelle Julien Guélec et moi-même allons vous présenter quelques accélérateurs et quelques nouveautés fonctionnelles qui vont vous permettre vraiment d'aller encore plus loin avec vos clients. Sur les 15 prochaines minutes, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un petit peu un workshop qui est arrivé dans cette année civile, qui est le Secure Remote Work Workshop. L'objectif par rapport à ça, sur le temps qu'on a, ça va être vraiment de vous le présenter et de regarder comment vous allez pouvoir le pousser auprès de vos clients et pourquoi le pousser à vos clients, quels sont les cas d'usage. Alors, la première chose, c'est qu'on a vu vraiment une accélération du travail à distance depuis quelques semaines, mois maintenant, même on pourrait dire, même quelques mois, avec la situation du Covid. On a vécu des instants de confinement où tout le monde n'a pas pu continuer son activité, a dû la stopper, du fait que aucun moyen de travail à distance n'avait été mis en place ou que l'activité en tant que telle ne le permette pas. Nous, on va plutôt s'axer aujourd'hui, non pas sur ceux qui ont déjà des outils et qui permettent de faire ce qu'on appelle du work from home office et qui ont tout ce qu'il faut pour travailler, on va dire, à l'aise depuis chez eux. On ne va pas non plus s'attarder sur les personnes qui, même s'ils avaient les outils pour travailler à distance, ne le pourraient pas. Mais vraiment cet entre-deux avec comment activer de façon sécurisée la collaboration à distance et pourquoi pas l'intégration des processus métiers. C'est vraiment une nouveauté. On s'adapte, on va dire, à la situation ou on la subit d'ailleurs, cette situation. Et on s'y adapte. Comme tout, on est des êtres humains, on sait évoluer. Nos systèmes d'information doivent le faire également. Et je pense que cette situation du Covid va faire quand même, et on le voit aujourd'hui, pas mal de sauts quantiques dans les entreprises en termes d'évolution fonctionnelle. On l'a vu chez certains de nos clients qui s'engageaient sur 2-3 ans pour vraiment avoir une bascule totale et vraiment ce travail à distance. En un week-end, développer, faire de la migration de Teams de dizaines de milliers d'utilisateurs sur un week-end, là où il y avait une roadmap de 3 ans. Donc il y a vraiment eu un usage et une prise de conscience rapide que des moyens et des moyens de communication devaient être mis à disposition, des moyens de travail. Et le Covid en est là. Ce Secure Remote Work Workshop, en tant que tel, il prend en compte à la fois comment rester productif, donc en activant la collaboration, en pouvant intégrer toute la sortie de meetings, de broadcast autour de Teams, et on aura une session dédiée là-dessus, donc je ferai le plus court possible là-dessus. Également intégrer vos applications métiers. Est-ce qu'elles sont intégrables ? Est-ce qu'elles sont intégrables facilement ? Est-ce qu'elles peuvent se réimaginer ? Un des exemples les plus concrets qu'on peut avoir autour de ça, c'est le call center. Certains call centers vraiment traditionnels. J'ai un open space, j'ai des box, j'ai les personnes avec des casques anti-bruit et tout le monde vient dans l'office pour pouvoir y travailler dans ces box. Qu'est-ce qui se passe quand on ne peut plus aller dans ces box ? Comment derrière on transforme, grâce à Teams, principalement, et l'intégration des fonctionnalités de call center de nos partenaires, le call center de demain. Comment on garde une activité de call center quand on ne peut plus se rendre au travail ? C'est des questions qu'on va pouvoir se poser et c'est les questions justement que ce Secure Remote Work Workshop doit amener principalement. Donc quels sont les usages de collaboration ? Quels sont les usages métiers ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de Teams comme un produit ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de Teams comme une plateforme ? Comment on va pouvoir mêler les deux mondes ? Comment on va regarder un petit peu l'identité à distance, parce que parfois l'identité n'est disponible qu'on-prem, et on n'a pas d'identité, on va dire, autre qu'à l'intérieur de l'entreprise. Et si, malgré tout, on devrait avoir ça, c'est ce qu'on appelle les VPN. Donc vraiment, j'ouvre un tunnel sécurisé vers mon entreprise et j'utilise les services internes de l'entreprise. Ça, on a vu que ce modèle était, si je puis dire, has-been. Quand tout le monde travaille à distance, les tuyaux ne sont pas faits pour. Les usages et les tuyaux du VPN sont faits à l'origine pour un usage de 10, 15, 20, 25%. Et on taille, on va dire, l'infrastructure de VPN en fonction de ça. Elle n'a jamais été faite pour que tout le monde travaille à distance. Et c'est là qu'on a vu certaines entreprises avoir du blackout à cause de ces usages. Donc comment utiliser la puissance du cloud
et de Microsoft 365, qui je le rappelle est un SaaS d'Azure, pour avoir à la fois un environnement qui est sécurisé, donc récupérer toute la stack de sécurité avec EMS, garantir l'usage de la collaboration avec Office 365, Microsoft 365 et Teams, et comment avoir un poste de travail qui va permettre à l'entreprise de garantir que les données soient sécurisées. Vous verrez tout ça dans la deuxième partie, pour la partie sécurisation du poste de travail. Donc voilà, donc c'est vraiment cette productivité et cette sécurité qui doivent être mis ensemble à l'intérieur de ce workshop. Alors si on rentre un peu plus dans le détail maintenant de ce workshop, c'est un workshop comme ce workshop fait partie des Microsoft Cloud Accelerator, donc disponible sur, si vous tapez Microsoft Cloud Accelerator sur Bing, vous tomberez sur notre page principale et vous pourrez regarder tout ce qui se fait en termes d'accélérateur et de workshop. L'objectif de ces workshops, je le rappelle, c'est que Microsoft investit sur un partenaire. Quand je dis investit, c'est que typiquement, c'est des prestations qui sont financées pour lesquelles le client n'a pas à débourser. Ce n'est pas une prestation gratuite, c'est toujours important, parce que ce qui est gratuit n'a pas forcément de valeur, mais c'est une prestation qui est financée, sur laquelle on investit. C'est presque du co-investissement. On veut vraiment que derrière, il y ait vraiment un travail de la part du partenaire, mais beaucoup plus que presque ce qui est demandé dans ce que nous, on demande vraiment de façon scolaire. J'expliquerai un peu le côté scolaire avec le proof of concept à la fin qui doit être rendu. Mais voilà, imaginez que c'est vraiment cet objectif par rapport à ça. Donc comme tout workshop, on est organisé en 3 phases. Une première phase, c'est une première phase de préparation qui va aller regarder un peu l'audit, regarder un peu l'existant pour pouvoir préparer, on va dire, une phase de design. La phase de design, on va vraiment rentrer dans des workshops beaucoup plus poussés, en général hors Covid, en physique, parce qu'on pousse un petit peu. Bon, bah là, ça va être différent, mais ça va être plutôt en online meeting, certes, mais on veut voir les gens. Il faut vraiment voir le verbal, le non-verbal, regarder les gens. Donc là, on conseille vraiment du meeting vidéo, vraiment voir les gens, voir leur réaction par rapport à ce que vous proposez et voir si ça matche pas. Proposer des choses. Regarder l'art du possible pour ensuite créer un plan qui sera la dernière phase. C'est là un peu l'objectif aussi de ce proof of execution, j'ai proof of concept tout à l'heure, de ce proof of execution et de voir en fait quel est le plan que vous prévoyez de faire. C'est important de rappeler que c'est un plan. Donc du coup, voilà, il y a 4 grands thèmes dans ce workshop. Déjà, comprendre quels sont les workloads utilisés d'un point de vue métier, d'un point de vue fonctionnel, et quel est l'environnement. Une fois qu'on connaît, on va dire, cette base, on a notre sable, on va regarder l'identité, donc les fondations. Chez nous, Microsoft 35, l'identité, c'est la fondation parce que tout ce qui serait fonctionnel, sécurité ou applicatif passe par l'identité. Ensuite, on va regarder ce qu'on va pouvoir activer. Ne pas le faire, mais regarder ce qui est activable. Donc on va mettre en place les services, on va réfléchir à la mise en place des services, et ensuite une dernière phase, c'est voir ce qu'on va faire en termes d'adoption. Donc 4 grandes phases. Qu'est-ce qui n'est pas prévu là-dedans? Alors la première chose, c'est la mise en place et l'implémentation. On n'est pas là pour faire un design technique. On n'est pas là pour regarder les nombres de serveurs qu'il faut, la capacité d'usage, et surtout la mise en place derrière. On n'est pas là pour faire un pilote ou un lab. On est là peut-être pour le prévoir. On n'est pas sur la partie réseau non plus. On ne va pas aller regarder si ça marche bien ou si ça ne marche pas bien. On ne va pas designer le réseau. On va pouvoir penser éventuellement par rapport à ce qu'on a vu de l'environnement qu'on aura besoin de faire une étude réseau. Et tout ça, ça va être intégré dans le plan, dans le futur, dans l'après-workshop. Ce n'est pas dans cette phase de workshop sur lequel on a un plan, je vous le montrerai après, mais que vous pouvez diviser, rediviser, concentrer, comme vous le souhaitez, faire les choses. Non, le but c'est vraiment d'avoir une avant-vente plus poussée, un cheval de Troie chez le client, qui va vous permettre derrière de faire de l'upsell et d'aller vendre des services supplémentaires ou d'activer des services qui sont déjà activés, mais qui ne sont pas encore forcément mis en place. Donc, première chose, c'est d'utiliser Teams sur cette partie meeting and calling. Teams est un client qui permet à la fois en tant que produit de gérer le chat, la collaboration, les meetings, comme vous le verrez dans une session dédiée, et le calling. Je rappelle, le calling, c'est vraiment l'intégration réseau téléphonique commuté et que Teams devienne votre logiciel vraiment de téléphonie, de téléphonie sur IP. La partie chat et collaboration qu'on a l'habitude de voir, mais également Teams as a product, Teams as a platform, pardon. Et c'est là où on va intégrer toute la partie
processus métier. Donc c'est l'intégration des apps et des workflows directement dans Teams en profitant de l'identité autour d'Azure Active Directory sécurisée par EMS. Donc c'est vraiment le meilleur des mondes dans un produit. Et ça, c'est possible parce que Microsoft 365 est le socle de Teams et que M365 en tant que tel est basé sur Azure. Et donc, on va avoir accès à tous les microservices d'Azure, dont ceux qui vous permettraient d'intégrer ces applications. Donc, on a le chat, on a le co-authoring au sein d'Office 365. On peut organiser les projets dans un channel, donc dans un Teams. On va pouvoir faire de l'intégration à distance des différentes applications. Donc, que ce soit les applications de premier niveau, Word, Excel, PowerPoint, Planner, To-Do, ou des applications de troisième niveau, donc vraiment des applications tierces qu'on appelle. On va avoir cette intégration de Planner et de To-Do. J'en reparlerai tout à l'heure, mais vous allez voir que c'est très inclus dedans. Ni plus ni moins derrière, c'est d'intégrer vos processus métiers et de les rendre disponibles à distance. Parce qu'une fois que c'est inclus dans Teams, ils sont disponibles de n'importe où, de n'importe quelle plateforme, de n'importe quel device, vous allez pouvoir les intégrer. On va voir toute la partie Virtual Event et communication qui font partie intégrante de ce workshop. Là, c'est pareil, on a une session qui est dédiée dessus. Je vais aller très vite, mais le principe, c'est d'utiliser à la fois la puissance des meetings de Teams et la puissance du live event. Prochaine session sur meeting calling, on en discutera beaucoup plus. Si on regarde un peu l'overview de ces sessions, vous avez les temps qui sont affichés ici, mais qui sont mis, on va dire, pour... à titre d'exemple, alors là, vous voyez, ça fait partie des assets que vous aurez sur le site des Microsoft Cloud Accelerators. Et tous ces plans projets, toutes ces présentations, tous ces workshops, sont détaillés, un par un. Je vais faire quelques 10 secondes sur chaque dans quelques instants, mais sachez que pour chaque thème et que chaque workshop qu'on propose à l'intérieur de ce gros workshop, vous avez les slides qui correspondent. Vous avez la méthodologie qui correspond. On va vraiment vous donner les étapes un par un. Et ce qui fait un peu peur dans ce workshop, c'est qu'on parle d'identité, de sécurité, de collaboration. Donc le but, c'est pas d'avoir un gros vernis sur tout, mais d'avoir un petit vernis sur chaque. Et là-dessus, on vous aide en vous donnant les présentations. Et dans les notes de présentation, on vous explique ce qui doit être dit. Et l'objectif, c'est vraiment d'avoir ce qu'on appelle chez nous un niveau 100, un petit vernis sur chaque, juste de quoi pouvoir en parler. Quand on parle de certification, c'est un peu de nos fundamentals qu'on parle. On va juste aller dans les fundamentals, on va pas aller dans le deep dive. Après, si la conversation s'oriente plus sur de la sécurité, pourquoi pas avoir un expert sur la sécurité. Si c'est sur la collaboration, sur la partie collaboration, d'avoir des personnes du change management pour la partie adoption, pourquoi pas. Vraiment, là, c'est à vous de voir comment vous voulez vous organiser. Ou s'il y a un champion qui est capable de tout faire, c'est encore mieux sur la partie avant-vente. C'est ce qu'on préconise, vraiment d'avoir 1 ou 2 champions sur chaque workshop, et pourquoi pas en trouver pour celui-ci. Donc si je rentre très rapidement dans le détail de chaque, ce que je vous disais, donc la partie environnement, donc site Assomption, c'est de regarder combien de sites a le client, qu'est-ce qu'il y a dans ces sites, comment est structurée l'entreprise, quelles sont vraiment les ressources environnementales du client en tant que tel, quels sont les logiciels en place, est-ce que c'est siloté, est-ce qu'il marche en VPN, quels sont ces risques aujourd'hui à passer sur d'autres types de technologies. La partie identité, c'est de voir, est-ce qu'on est sur l'identité on-prem, pas d'identité du tout, on est déjà sur une identité dans Azure ou hybride. Donc là, on refait le point sur la situation. En termes de Teams, est-ce que les meetings sont déployés? Est-ce que le calling est employé? Est-ce que la partie management de Teams autour des policies est déjà en place ou c'est quelque chose qui est à faire et à prévoir? Est-ce qu'il y a d'autres choses à voir? Est-ce qu'il y a l'intégration des processus métiers? Pourquoi pas? En termes de sécurité, on sait qu'un des facteurs numéro 1 de sécurité, c'est multifactor authentication. Est-ce que quand les personnes sont à la maison, donc là on va parler d'accès conditionnel, est-ce que quand je suis à la maison, on me propose à chaque fois d'utiliser mon jeton d'identification et donc de m'appeler sur mon mobile ou sur l'application par SMS ou par code, mais que j'ai à la fois mon login, mon mot de passe et un deuxième facteur d'authentification, qui peut être très bien, on me posait la question il y a encore quelques jours, une clé RSA. Il n'y a aucun problème, on est compatible avec ce genre de technologie, ou une clé USB, un device physique, on va dire, pas avoir que de la propriété intellectuelle. Donc on va regarder un petit peu tout ça, et regarder si on a le même comportement quand on est dans un Starbucks que quand on est, par exemple, à la maison, ou quand on est dans les locaux de l'entreprise. Donc c'est tous ces aspects conditionnels qu'on va regarder. On va regarder également comment activer tout ça. Donc on va regarder
Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui en termes de licence? Qu'est-ce que l'on utilise? Qu'est-ce qu'il nous faudrait peut-être demain en termes de licence pour pouvoir couvrir d'autres workloads qui aujourd'hui ne sont pas là? Est-ce que le réseau sera capable de le prendre en compte? Et est-ce qu'éventuellement on va utiliser les techniques d'advisor pour Teams? Alors c'est l'ancien c'est un peu le remplaçant du Skype Operation Framework. C'est vraiment un plan projet Teams qui vous est donné, disponible sur nos assets, différents assets, et d'activer cet outil qui est optionnel, mais chez le client pour voir un petit peu comment on pourrait développer la collaboration. Et enfin, évidemment, une fois que tout est sécurisé, tout est installé et que c'est à disposition, c'est de regarder l'adoption de nos clients et comment faire le change management, comment faire de l'adoption pour les différents workloads qui auront été mis en place. Voilà, donc après, une fois que c'est ça, le planning est en place et on va pouvoir faire la suite. Donc, tout ce qui sera déploiement, mais je le rappelle, uniquement des guidance, parce que le déploiement et les actions se font dans un deuxième temps. Voilà, je vous quitte avec un certain nombre de ressources que vous retrouverez sur notre site de Microsoft Cloud Accelerator. Vous en avez certaines ici, mais je vous invite vraiment à aller sur notre site pour les redécouvrir. Revoir vraiment le contenu un peu plus détaillé de ce workshop, c'est mis à votre disposition. Il n'y a plus qu'à les télécharger en termes d'assets. Il est temps pour moi de laisser la main à mon collègue Julien Guélec. Merci pour votre écoute et je vous souhaite un excellent visionnage pour la fin. Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus dans notre session sur la sécurisation des terminaux. Je me présente Julien Guélec, je suis architecte technique dans la division partenaire de Microsoft, pour celles et ceux que je ne connais pas déjà. Et je vous propose pour les prochaines 20-25 minutes, si j'arrive à tenir mon temps de parole, de parler de Microsoft Defender for Endpoint. Alors, pour celles et ceux qui n'ont pas suivi les dernières annonces de l'Ignite, vous allez peut-être être surpris. Qu'est-ce que Microsoft Defender for Endpoint? Est-ce que c'est un nouveau produit, encore un? Eh bien non, en fait, ce n'est pas un nouveau produit, c'est quelque chose qui existe depuis un petit moment chez nous maintenant, mais qui a fait l'objet d'un rebranding. Microsoft Defender for Endpoint remplace de nom, en tout cas Microsoft Defender ATP. Mais qui apporte également son lot de nouveautés au passage. Et je vous propose donc de parler de ces nouveautés et de comment Defender for Endpoint va vous permettre de sécuriser vos postes de travail en situation de télétravail ou non d'ailleurs. Tout d'abord, pourquoi sécuriser ces postes de travail, que ce soit en situation de télétravail ou non, il suffit d'ouvrir les blogs spécialisés pour s'en rendre compte. Que voilà, le paysage des menaces s'agrandit de jour en jour avec de nouvelles menaces qui sont de plus en plus sophistiquées, des ransomware, des vols de credentials, du polymorphisme, voilà, du phishing, etc. Parce qu'il y a également aujourd'hui l'écosystème informatique a énormément évolué. Voilà, on parle tous d'applications SaaS, on héberge nos données dans des services cloud, on a différents terminaux. Et aussi parce qu'il est difficile de suivre tous les signaux qui remontent de cet écosystème et surtout de les corréler entre eux. Voilà, comment ça se passait avant? Je ne vais pas passer trop longtemps sur ces slides, un petit peu d'introduction, je pense que vous connaissez déjà. Comment ça se passait avant? C'est ce qu'on appelait l'approche château fort. Tout était à l'intérieur du réseau d'entreprise, on sécurisait les accès, et c'est plus ou moins tout ce qui était nécessaire à l'époque. Ce modèle présente quand même un défaut majeur. Si on arrive à passer cette barrière protectrice, ces remparts, d'une certaine manière, eh bien, on expose toutes les ressources qui sont à l'intérieur du périmètre aux personnes malveillantes. C'est le fameux cheval de Troie. Le paysage d'aujourd'hui, le modèle d'aujourd'hui, je pense que voilà, tout le monde s'en est aperçu. J'en ai parlé déjà il y a quelques instants. On héberge nos données dans différents cloud providers. On utilise différentes applications SaaS ou on-premise toujours. On a différents terminaux et puis finalement, chaque interaction entre ces différentes entités, c'est des nouvelles menaces qui font l'objet voilà,
de vol potentiel. Et ensuite, bah, cela n'aura échappé malheureusement à personne. On vit une période un petit peu complexe, hein, qui a des impacts forts et sans précédent, je dirais, sur notre façon de travailler. Donc, je pense que vous l'avez toutes expérimenté avec vos clients. Ils ont tous un appétit féroce pour le télétravail ou pour les accès à distance. Ils ont également, a priori, plus ou moins tous rencontré des problèmes avec leurs outils existants, hein, que ce soit par exemple le VPN, ce qui n'est pas forcément lié à ces crises. Tout le monde a déjà eu des problèmes avec des VPN, mais voilà, ils font l'objet d'être, voilà, c'est un peu plus embêtant dans cette situation. Et d'un point de vue de la sécurité, on a aussi malheureusement rencontré bah, des acteurs malveillants qui essayaient de tirer parti de cette crise sanitaire à tous les niveaux, que ce soit des campagnes de phishing qui se font passer pour des organismes de santé, des tentatives d'exploitation de vulnérabilité bah, sur des machines qui bah, du jour au lendemain sont sorties de ce fameux périmètre et puis se retrouvent chez les employés, donc ils n'ont peut-être plus forcément accès aux outils de maintenance habituels, donc des machines qui sont potentiellement plus patchées, donc ouvertes à différentes failles. Et puis pour l'IT, c'est aussi des nouveaux challenges, hein, devoir du jour au lendemain gérer des accès comme ça depuis des machines personnelles ou des machines mais qui sont déconnectées du système d'information traditionnel, et particulièrement si l'organisation n'avait pas réfléchi jusque-là à des stratégies de type BIOD ou de télétravail. Hein, comment on va déployer, réinstaller, réimager des machines à distance, les manager, ou encore bah, comment aider les employés dans cette transition vers le remote work. Ce qui fait notre différence hein, avec Microsoft Defender for Endpoint, déjà je dirais, sans forcément entrer dans le détail, mais la raison principale qui fait qu'on a vraiment des choses intéressantes à raconter par rapport à des produits concurrents, c'est déjà qu'il est built-in à Windows. Donc quand on parle de l'OS Windows, évidemment, il n'y a rien besoin d'installer. Hein. Tout est déjà dans l'OS. Et surtout, bah, il n'y a rien à patcher ou à manager à chaque fois que Microsoft Windows va subir une mise à jour. Donc ça, c'est un premier point qui est intéressant. De toute façon, on va revenir dans le détail de cette présentation. Sans détailler non plus ce slide, simplement pour référence ultérieure si vous en avez besoin, Microsoft Defender for Endpoint, hein, ou anciennement Microsoft Defender ATP, a fait l'objet voilà, de revues et d'articles de cabinets d'audit et de conseils réputés. Et on est clairement des leaders sur le marché. Donc voilà, c'est, je pense, une belle histoire à raconter également auprès de vos clients. Euh, dans les annonces un petit peu récentes autour de Defender for Endpoint, qui s'appelait avant donc à nouveau Microsoft Defender ATP, qui s'appelait lui-même avant Windows Defender ATP, on se rend compte aujourd'hui que voilà, ce n'est plus que Windows qui est concerné par ce produit. C'est un produit qui touche tous les OS, on va dire, majeurs et connus à ce jour. Donc évidemment, on a introduit Defender ATP Endpoint, enfin Microsoft Defender for Endpoint pour Windows il y a déjà quelques années maintenant. macOS est arrivé en juin 2019. On a le DR également qui a été rajouté sous macOS. On supporte Linux. On a introduit récemment, très récemment même, je dirais, le support de Android et arrive prochainement, d'ici la fin de l'année calendaire, le support pour iOS et le DR sous Linux. Donc ça, ce sont des choses qui sont dans les tuyaux, qui arrivent très prochainement. Et vous le voyez, c'est une plateforme qui ne gère pas que les postes de travail Windows, mais qui est vraiment uniformisée sur l'ensemble des systèmes d'exploitation que vos clients peuvent avoir à gérer. Alors, Defender for Endpoint, je le disais tout à l'heure, voilà, c'est une suite complète d'outils. Ce n'est pas qu'un seul produit, c'est différents outils ou mécaniques qui vont permettre de venir sécuriser vos terminaux. Donc les différents composants se trouvent listés sur ce slide. On trouve une première brique pour la gestion des menaces et des vulnérabilités.
autrement appelée TVM dans le jargon, une brique pour la réduction de la surface d'attaque, une autre qui est appelée protection nouvelle génération, qui fait référence à l'antivirus Windows. On retrouve une brique pour l'EDR, pour la détection et la réponse à des menaces sur les terminaux, une brique d'auto-investigation et de remédiation, et enfin ce qu'on appelle les Microsoft Threat Experts, donc la capacité de consulter des spécialistes Microsoft pour certaines failles de sécurité. Alors je vous propose de passer quelques temps sur chacune de ces briques. On va évidemment pas passer un quart d'heure sur chacune puisque notre temps est relativement limité pour ces sessions. Donc la première, TVM. TVM, qu'est-ce que ça peut vous apporter? En quelques mots, en fait, hein, il s'agit de réaliser un inventaire des logiciels qui s'exécutent sur le parc informatique de votre client et d'identifier les failles connues qui sont liées à ces logiciels. Donc, grâce à cette brique, vous aurez une visibilité en temps réel sur la posture de sécurité de l'entreprise et vous serez en mesure d'identifier si vous ou si votre client peuvent être concernés par des failles de sécurité qui sont connues et ou exploitées. La brique TVM de Endpoint Defender for Endpoint, hein, le terme est un peu nouveau pour moi, donc je le cherche encore un petit peu, mais ça va venir. Donc la première approche, en fait, hein, comment ça fonctionne, on a une première étape qui qui consiste à identifier la faille. D'accord. Donc pour cela, on va surveiller en permanence les terminaux qui sont connectés, et notamment les applications qui s'exécutent dessus, et recouper ces informations avec des bases de connaissances que nous avons dans le cloud. Donc, si par exemple vous utilisez un navigateur d'un éditeur tiers qui n'est pas à jour, TVM va détecter, un, que vous utilisez le navigateur, deux, qu'il est dans telle version, trois, qu'il n'est pas à jour et que l'éditeur a peut-être fourni un correctif. Et donc ça, on va vous le remonter, on va vous dire attention, voilà, vous avez X postes de travail qui peuvent être sujets à des attaques via l'exploitation de telle ou telle faille. Et à nouveau, il n'y a pas besoin d'agent pour ça, hein, donc c'est built-in à Windows, donc on vous remonte directement. Donc une fois cette vulnérabilité découverte, l'étape suivante consiste à prioriser cette alerte. Et donc pour cela, on va se baser sur plusieurs indicateurs. Le machine learning, par exemple, qui nous donnera l'information en temps réel si cette menace est en cours d'exploitation quelque part. Et aussi si vous êtes concerné chez vous, sur combien de terminaux, etc. D'accord. Donc on va prioriser cette alerte de sorte à ce que ce qu'on va vous recommander dans la console soit classifié déjà d'une certaine manière par ordre de criticité, pour que vous puissiez faire un focus, voilà, sur les actions à court terme les plus impactantes. Et donc la dernière étape, c'est effectivement donc la remédiation de cette faille. Si je reprends l'exemple ici du logiciel qui n'est pas à jour, ça consiste à corriger, donc à mettre à jour ce logiciel. Et donc pour cela, on va être capable de remonter des tâches dans des outils, notamment Intune ou Configuration Manager, éventuellement des outils tierce partie, pour permettre à un administrateur système, par exemple, de prendre la tâche et donc de mettre à jour le logiciel qui pourrait être vulnérable. La deuxième brique, ce qu'on appelle l'ASR ou la réduction de la surface d'attaque. Tout d'abord, pourquoi réduire une surface d'attaque, hein, en quoi ça consiste? Tout d'abord, simplement parce que tous les logiciels, aussi bien développés soient-ils, hein, introduisent des vulnérabilités qui sont souvent malheureusement exploitées à des fins d'obtenir des credentials, des documents, des accès au système d'information, etc. Et aussi parce que la plupart du temps, les terminaux au sens large, hein, que ce soit des terminaux Windows, que ce soit des terminaux mobiles, peu importe, présentent des interfaces qui peuvent être peu ou pas utilisées, et donc qui consistent également des menaces. Et donc c'est précisément ce que ce module vise à faire, donc c'est de réduire cette surface d'attaque. La plupart des contrôles ASR sont aujourd'hui déjà disponibles dans Windows 10, hein, on les retrouve dans le Windows Security Center. Sans rentrer dans le détail, hein, globalement ce qui est derrière ça, c'est un ensemble d'outils, de fonctionnalités. On va parler par exemple des fonctionnalités
de sécurité basées sur la virtualisation, ce qu'on appelle System Guard, avec les Credential Guard, les Application Guard, toutes ces choses-là. On va retrouver des mécaniques de protection comme Exploit Protection, anciennement connu sous le nom de EMET, de Control Folder Access, etc. Donc, il y a un ensemble de mécaniques ou d'outils de sécurité qui sont derrière ça, que l'on va vous proposer de mettre en œuvre pour à nouveau réduire votre surface d'attaque et donc renforcer la sécurité de votre poste. La brique suivante, Next Generation Protection, autrement dit, donc c'est la solution antivirale de Microsoft. Comment ça fonctionne, hein, comment ça se matérialise? Bon, je pense que Windows Defender Antivirus, tout le monde le connaît aujourd'hui. Il y a une protection au niveau du poste qui fournit une réactivité de l'ordre de la milliseconde, mais également, et c'est là, je dirais, tout l'intérêt de cette solution, c'est qu'il est intégré au cloud pour réaliser des analyses complémentaires ou pour récupérer de l'information complémentaire qui pourrait venir du cloud. On va être capable également, via Microsoft Defender for Endpoint, de réaliser ce qu'on appelle des exécutions en sandbox, de la détonation, c'est-à-dire que dans le cadre où l'antivirus viendrait à rencontrer un outil malveillant ou un process qui pour lui est sujet à doute, on va être capable de venir uploader cet outil dans une machine virtuelle, dans Azure, de l'exécuter en sandbox et d'analyser ce que l'outil fait. Et effectivement, si on se rend compte que une fois exécuté, le PC vient se chiffrer par exemple, ou comporte voilà, une analyse comportementale un petit peu bizarre, et bien finalement on va reclassifier cet outil en outil malveillant et l'antivirus le bloquera. Voilà, bon, je ne rentre pas plus dans le détail de l'antivirus. Gardez juste en tête parce que beaucoup de nos clients encore voient Windows Defender antivirus comme étant l'antivirus, je dirais, de Monsieur Tout le Monde qui est gratuit, qui est embarqué à Windows. C'est vrai, mais il a quand même énormément évolué depuis les quelques dernières années. Et aujourd'hui, il se classifie parmi les meilleurs antivirus du marché. Et à nouveau, c'est pas Microsoft qui le dit. Je vous invite à consulter les sites ou les blogs spécialisés dans les comparatifs antivirus pour voilà, vous assurer qu'effectivement, aujourd'hui, il n'a pas à rougir face à d'autres produits du marché bien connus. La brique suivante, l'EDR. L'EDR, donc, ou détection des menaces sur les terminaux. Un EDR, hein, ça représente déjà une catégorie de solutions donc, qui permet, je le disais, d'une part de détecter des activités suspectes qui pourraient venir voilà, surgir sur des systèmes d'exploitation et d'autre part de venir y répondre de façon la plus adéquate possible. Donc, le fonctionnement de l'EDR avec Microsoft Defender for Endpoint se base, comme la plupart des autres composants de Defender for Endpoint, sur deux composantes, une composante poste, une composante cloud. Sur le poste, on va s'appuyer sur des sondes qui sont directement intégrées dans l'OS et qui vont surveiller en permanence l'activité du système. Hein, ce qu'on appelle l'analyse comportementale. Et cette analyse, ce n'est pas le poste qui le fait, c'est bien le cloud qui va faire cette analyse comportementale en confrontant les signaux qui sont remontés dans des mécanismes de machine learning qui vont permettre de détecter effectivement si le poste est potentiellement à risque. Hein. On peut réaliser des choses comme voilà, si une machine vient se chiffrer de manière anormale, si un poste de travail essaye de se connecter à des partages réseau, ou de faire des requêtes multiples sur un annuaire en LDAP, ça, ce sont des choses qu'on va être capable d'identifier et de dire ah, attention, là, la machine elle est peut-être à risque et il faut peut-être faire quelque chose. La brique suivante, donc c'est l'auto-investigation et la remédiation. Celle-ci provient d'une société qu'on a rachetée il y a quelques années maintenant qui s'appelait Exadite et qui avait développé une intelligence artificielle qui permettait d'imiter les étapes que reproduirait un analyste de sécurité dans une investigation et une remédiation d'une menace. Donc c'est ce que va faire cette brique à votre place. Hein. Elle va vous permettre de surveiller voilà, et de reproduire les différentes steps, réaliser des scans, identifier les adresses IP auxquelles la machine a pu se connecter, les partages réseau, etc. Donc toutes ces choses-là, on va voilà, mimiquer un petit peu ce que ferait un analyste de sécurité et on va pouvoir aller jusqu'à remédier, si nécessaire,
le problème. Donc là, il y a différents niveaux que l'on va pouvoir configurer dans Microsoft Defender for Endpoint. On peut aller juste de l'analyse simple et afficher des alertes dans la console pour qu'un analyste derrière approuve ou non la remédiation qui aura été suggérée. On peut également aller jusqu'à effectuer la remédiation complète. Et enfin, donc le dernier composant de Microsoft Defender for Endpoint, ce qu'on appelle les Threat Experts. Les Threat Experts, voilà, ce sont des experts chez Microsoft qui permet à un client de venir solliciter l'aide de cet expert dans la résolution, je dirais, voilà, de problématiques voilà, auxquelles les équipes du client ne pourraient pas réagir, n'auraient pas les compétences pour le faire. Donc, attention, l'objectif ici, c'est pas d'externaliser à Microsoft le traitement des alertes de sécurité. Je le dis à chaque fois que je présente des threat experts, parce qu'il y a un nombre maximal de tickets par client sur une période de temps donnée, mais c'est bien de pouvoir solliciter des super experts dans le cas voilà, d'une campagne anormale, quelque chose sur lequel votre client ou même pourrait être dépassé. Il y a deux parties à ça. Il y a une première partie qui va être plutôt proactive, qui va permettre voilà, pour un expert Microsoft de venir prévenir le client qu'il se passe quelque chose d'anormal chez lui. Donc pour pouvoir en bénéficier, il faut accepter que des données soient anonymisées, remontées et analysées par des experts chez Microsoft. Ça se fait dans les paramètres de la solution. Et si le client accepte ça, et bien finalement, on va être capable de venir lui suggérer voilà, des choses, comme quoi, effectivement, quelque chose qui se passe chez lui et auquel il devrait faire attention. Et la deuxième partie, donc c'est celle que je mentionnais à l'instant, qui est la capacité de solliciter un expert donc à la demande. Donc c'est payant, c'est limité sur un nombre de tickets par client sur une période de temps donnée, mais qui va permettre de résoudre une campagne pour le cas où le client pourrait être dépassé. Euh, Quelques mots rapides, puisque je vois effectivement que j'arrive à la fin de mon temps de parole, sur la gestion centralisée. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'apporte Defender for Endpoint. C'est qu'il va être capable de vous fournir, c'est les consoles que vous connaissez peut-être déjà, que vous avez peut-être déjà vues, mais de fournir de manière centralisée tous les aspects sécurité de vos postes, posture de sécurité, etc., des postes via la console de management. Voilà. Un petit dernier mot également sur l'intégration avec des outils tiers. Donc ça, c'est une question qui revient fréquemment. Microsoft Defender for Endpoint est capable de s'interfacer avec différents outils. On s'appuie sur des API pour celles-là qui sont disponibles. Vous pouvez les consulter dans la console directement et va permettre d'intégrer ou de remonter des signaux à différents outils, des SIEM, des autres outils de reporting, etc. Et pour terminer là-dessus, voilà, je parle d'intégration avec différentes plateformes. Euh, on est dans le sujet quand même de la sécurité des postes de travail. On ne peut pas ne pas discuter quelques instants de Endpoint Manager. Donc, Endpoint Manager, euh, pour celles et ceux qui n'ont pas suivi non plus les derniers castings, c'est une console de gestion unifiée qui va rassembler les signaux qui proviennent de Configuration Manager ou de Microsoft Intune pour pouvoir avoir l'ensemble de ces signaux sur une seule et même console. Donc ça, c'est Endpoint Manager. Il y a d'autres outils, Desktop Analytics, Autopilot, etc. Et effectivement, Endpoint Manager va être capable de s'interfacer avec Microsoft Defender for Endpoint pour réaliser des scénarios hyper intéressants. Par exemple, j'ai mon poste de travail qui vient être infecté par un ransomware quelconque. Ça va être Defender for Endpoint qui va le détecter, qui va marquer la machine à risque et qui va fournir cette information derrière à Intune, qui pourra, le cas échéant, isoler cette machine de l'environnement le temps qu'elle se mette en conformité. Donc ça permet de réduire de manière drastique et automatique, je dirais, une propagation d'un malware quelconque sur le réseau, et vraiment de manière très efficace. Donc à nouveau, juste pour rappeler les différents fonctionnalités ou les différents modes de configuration ou de gestion des postes de travail, je m'arrêterai sur ce slide juste après. La gestion des postes de travail à distance peut se faire de différentes manières. On a soit la gestion, on va dire classique, je dirais, d'un environnement on-premise où on a nos machines qui sont connectées
à un outil comme Configuration Manager. On a de l'autre côté la capacité voilà, de gérer ces machines totalement dans le cloud hein, avec Intune. Endpoint Manager, je le disais, se situe au-dessus de ces deux outils et donc permet de récupérer les signaux qui proviennent de différents environnements. Donc voilà, quand on parle de sécurité de poste de travail, à voir avec votre client les différentes modes de gestion de ces postes de travail. Donc le premier, je parlais, c'est le Tenant Attach, où on a donc nos PC qui sont joints à un domaine classique, je dirais, et qui remontent les signaux au travers de Configuration Manager dans Endpoint Manager. Donc ça, c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, ce qu'on appelle le co-management, où vous allez avoir votre poste de travail qui va être relié aux deux environnements. Et donc, il pourra voilà, récupérer, bénéficier, je dirais, de tout ce que le cloud peut apporter. Et donc ça, c'est ce scénario qui est intéressant avec Microsoft Defender for Endpoint, puisqu'on pourra continuer de manager sa machine depuis SCCM, par exemple, de lui déployer des applications, etc. Mais quand même de bénéficier de tout ce que le cloud peut apporter en management ou en sécurité. Et enfin, le cloud native, hein, qui est la gestion de la machine totalement sur Internet. Et donc, qui effectivement, dans le cadre de télétravail, voilà, rend les choses de manière beaucoup plus flexible. Voilà, suis arrivé à 25 minutes, donc j'en ai fini par arriver à peu près à temps. Je vous remercie pour avoir participé à cette session. J'espère qu'elle vous aura apporté des choses. On aura des sessions beaucoup plus approfondies sur Defender for Endpoint. Que je vous invite voilà, à vous rapprocher de vos contacts Microsoft habituels. Pour ma part, je vous souhaite une excellente rentrée partenaire et une très bonne année. Voilà, à bientôt, merci. Bonjour à tous, je suis Sébastien François, en chargé des alliances chez Seismic et je vais vous présenter en quelques minutes Seismic, la proposition de valeur et comment on va collaborer ensemble. Offrir une expérience d'achat convaincante est quelque chose qui est de plus en plus délicat. Si on prend l'exemple dans le B2C d'Amazon, Netflix ou même Spotify, ils ont compris que l'expérience devait être guidée au travers d'avis, au travers de suggestions de produits et que l'acheteur puisse faire un choix le plus rapidement possible et surtout un choix avisé par rapport à ses besoins, par rapport à ses attentes. Dans le monde B2B, on utilise ces mêmes principes et on peut y ajouter l'environnement compétitif qui pousse les organisations à devoir se différencier et aussi le besoin pour les commerciaux d'être le mieux accompagnés parce que les offres s'étoffent de plus en plus et les commerciaux malgré tout doivent être de véritables conseillers. Eh bien, Seismic adresse ces challenges en apportant 3 bénéfices clés. Le premier des bénéfices est l'efficacité commerciale. Au lieu de passer des heures à construire une présentation commerciale, un playbook, le commercial va utiliser les fonctions de predictive content et d'automatisation de Seismic directement embarquées dans Dynamics 365, ce qui va lui permettre de passer beaucoup plus de temps avec son client. Le deuxième bénéfice, c'est la vélocité commerciale, la vélocité du pipe. Et du coup, le fait de pouvoir automatiser, le fait de pouvoir proposer du contenu qui soit adapté à chaque étape du processus de vente va permettre au commercial d'être au plus proche de l'expérience client et du coup d'accélérer ce cycle de vente. Enfin, le dernier bénéfice, ça va être d'augmenter la performance à grande échelle. Et pour ça, en fait, on a dans Seismic la possibilité d'avoir un dashboard que le marketing peut utiliser pour améliorer le contenu et qu'il soit plus impactant, et pour les sales managers d'avoir le feedback du terrain en termes d'engagement client, du fait des rapports, et aussi connaître la performance de ces équipes. Vous voyez à l'écran un échantillon de nos clients, de nos références dans le monde. Microsoft, IBM font partie de ces références. Si on se concentre sur la France, on a quelques références comme BPCE par exemple, BNP ou encore Tikeo, SoftBank qui ont choisi Seismic pour accélérer leurs ventes et aussi apporter un contenu personnalisé à leurs clients. Et donc ce qui m'amène à vous présenter Seismic en quelques mots. Donc Seismic, c'est 10 ans d'expérience, c'est 1000 personnes dans le monde, 90 en Europe,
15 en France. Et au niveau du go-to-market, des secteurs, c'est cross-sectoriel, plutôt entreprise mid-market, avec des interlocuteurs que nous adressons, direction marketing, direction commerciale, fonction sales enablement, qui est la fonction émergente, et aussi l'IT bien sûr, et les autres décisionnaires, CEO ou autres C-level. Alors pour vous, chers partenaires, finalement, pourquoi collaborer avec Seismic? Alors déjà, Seismic est partenaire stratégique de Microsoft. Nous sommes ISV Connect Premium sur Dynamics et nous sommes IP Co-Sell sur Azure. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles collaborer avec Seismic, mais il y en a particulièrement 4. La première, c'est de multiplier les succès auprès de vos clients, notamment avec l'adoption de Dynamics que Seismic permet d'améliorer. Le deuxième, c'est de créer plus de valeur auprès de vos clients. La troisième, c'est de pouvoir associer le service, le delivery, aux côtés de la licence que vend Seismic. Enfin, la dernière, c'est de pouvoir être apporteur d'affaires ou revendeur de Seismic et donc d'augmenter vos revenus sur la licence ainsi vendue aux clients de Seismic ou vos clients plus spécifiquement. Et le développement de ce succès-là va se faire au travers de 3 principales activités. Quels sont nos objectifs finalement pour cette année? Le premier objectif, il est de évangéliser le marché. La fonction de Sales Enablement, bien que très pertinente et très impactante pour les organisations sur leur ROI, sur l'expérience client, sur aussi l'image de marque, est encore émergente. Le deuxième aspect, c'est de pouvoir développer notre écosystème localement. Microsoft, XMLIS par exemple, Mazao sont des premiers partenaires, mais il y a tout à faire, il y a tout à construire avec vous. Et enfin, le dernier élément, c'est de construire des success stories. La troisième activité de l'année, ça va être justement de construire ces projets, de rendre d'avoir la satisfaction auprès de nos clients respectifs et du coup de construire de belles histoires avec nos clients. Un grand merci pour votre écoute et je vous souhaite un bon séminaire. Merci à tous. Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu Poupard, je suis responsable Go-to-Market pour Klaxoon. Je voulais tout d'abord vous souhaiter à toutes et à tous une excellente rentrée. Nous sommes fiers de pouvoir participer à cette conférence de rentrée de l'écosystème partenaire de Microsoft dont nous sommes fiers de faire partie. Une rentrée qui s'annonce bien chargée pour les équipes de Klaxoon et de Microsoft dans une logique d'accélération de notre dynamique de co-sell. Quelques mots d'ailleurs sur nous pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore. Klaxoon est une société basée à Rennes en Bretagne. Aujourd'hui 250 collaborateurs, 50 millions d'euros levés depuis notre création en 2015 et plus d'1 million d'utilisateurs dans 120 pays. Klaxoon conçoit des outils pour travailler plus efficacement en équipe. Nous aidons les équipes à se synchroniser plus efficacement. Nous concevons des outils qui vont d'un espace de travail collaboratif visuel à des activités participatives de type quiz, sondage, quiz gamifié et qui s'utilisent également depuis Microsoft Teams depuis 2018, date anniversaire de notre début de partenariat avec Microsoft. Je vous le disais, pas mal de choses en cette rentrée en termes d'actualité avec Microsoft. Nous sommes fiers d'annoncer la disponibilité de Klaxoon dans Azure en ce mois de septembre. Nous avons d'autres projets d'innovation sur la question de l'interopérabilité de nos outils Klaxoon depuis Teams, une présence dans la partie meeting, le fait de pouvoir utiliser Azure Communication Services également. Pas mal de choses avec ce qui nous intéresse aujourd'hui, la possibilité de renforcer nos liens de co-sell avec Microsoft, mais également son écosystème de partenaires. Un cas client que je souhaitais vous partager aujourd'hui, symbolique de la dynamique co-sell et de la réelle complémentarité entre les outils de Microsoft et les outils de Klaxoon, c'était celui de Schneider Electric, client historique pour Klaxoon depuis 2015, avec des usages assez divers, assez variés de notre suite
d'activités collaboratives, on nous trouve utilisés chez Schneider Electric pour dynamiser des temps de réunion, pour permettre de dynamiser les parcours de formation, qu'on soit d'ailleurs sur des temps de formation en live ou pour aller chercher aussi également des logiques de blended learning. Deux choses que je souhaitais vous partager sur le réel succès de cette collaboration et de ce que permet une connexion technologique entre Teams et Klaxoon et ce qu'il en découle en termes de potentiel de co-sell entre nos deux organisations. Ce sont des exemples très parlants. Schneider Electric, par exemple, utilise énormément Klaxoon en complément de Microsoft Teams pour faciliter la synchronisation d'équipes dispersées au sein de sa division Learning, des équipes qui ne sont pas sur site ensemble pour travailler sur de nouveaux projets de formation, pour faire des retours d'expérience sur les classes virtuelles et toutes les actions de formation lancées au sein du groupe. Ce sont nos activités de type board, de type questions en direct, vote, sondage, nuage de mots qui sont mobilisés directement depuis Teams pour faciliter une synchronisation de ces équipes qui ne se fait pas toujours d'ailleurs pendant des temps de réunion mais qui se fait sur des temps plus longs. On laisse ces activités Klaxoon accessibles depuis un onglet dans un canal d'une équipe pour permettre à chacune et chacun, lorsqu'il arrive au bureau, de prendre l'information de manière visuelle, de manière concise, en complémentarité de Microsoft Teams. Et ce que l'on a vu dans les 6 derniers mois, de nouveau symbole du potentiel à aller chercher avec Microsoft et son écosystème de partenaires sur des clients de type Schneider Electric, c'est la capacité qu'a eu cette organisation de pouvoir accélérer sur la digitalisation de ses parcours de formation. On avait pour objectif en début d'année chez Schneider de digitaliser jusqu'à 50% des parcours de formation. Ils en sont déjà aujourd'hui à 80% de leur parcours de formation et une utilisation de Klaxoon qui a permis de concevoir facilement de nouveaux modules apprenants pour l'ensemble des participants que l'on vient lancer directement depuis Teams lorsqu'on anime une équipe à un niveau managérial. Et aujourd'hui, Schneider Electric estime qu'il est de l'ordre de 1,2 million de ROI économisés avec l'utilisation de Klaxoon mobilisé depuis Teams pour aller accélérer sur cette logique de digitalisation de leur parcours de formation. Notre ambition commune avec Microsoft en cette année fiscale 2021, comme je vous le disais en prenant le cas de Schneider Electric, c'est bien d'accélérer cette logique de co-sell avec deux éléments, bien sûr, Klaxoon porté sur Azure qui ouvre de nouvelles perspectives commerciales pour Microsoft, mais bien également positionner Klaxoon comme l'un des ISV de référence dans cet effort d'adoption de Teams as a platform, Teams qui est utilisé bien sûr pour s'entendre, pour se voir et pour échanger en termes de communication, mais qui permettra demain aussi d'adresser des scénarios de collaboration beaucoup plus riches. Et vous l'avez vu dans les cas d'usage que je vous partageais du côté de Schneider, il y a une réelle complémentarité, un réel usage de Klaxoon mobilisé directement depuis Teams pour aller chercher ces scénarios plus riches d'animation de réunion, d'animation d'ateliers, de pilotage de projets en développant des réflexes agiles. Et c'est bien sur ces dynamiques que nous allons travailler ensemble dans les semaines et les mois à venir avec Microsoft et l'écosystème de partenaires de Microsoft France. Et nous avons hâte de démarrer cette nouvelle année fiscale. Je m'appelle Rodolphe Muller, je suis en charge du groupe Airbus pour Capgemini Cloud Infrastructure Services. Nous avons gagné ensemble avec Microsoft vraiment une superbe affaire de migration des applications Airbus vers Azure. C'est un dossier que nous avons construit ensemble, un pure shaping. Nous avons élaboré un premier business case ensemble, puis nous l'avons partagé avec Airbus. Nous sommes entrés rapidement en négociation directe et exclusive, ce qui est extrêmement rare. Et je crois qu'il faut souligner ici la qualité du tandem Microsoft et Capgemini. Ce deal n'a pu exister que par l'excellente complémentarité des entreprises et je dirais même la complémentarité des équipes. Par ailleurs, nous avons su trouver les moyens juridiques et contractuels pour permettre la signature du dossier, encore une fois à 3, ce qui était un vrai challenge. Nous sommes passés désormais en delivery, avec une gouvernance comme d'habitude à 3, et comme le premier comité de pilotage s'est vraiment bien passé,
Nous avons de belles ambitions sur 2021 pour développer et faire foisonner cette superbe affaire que nous sommes très fiers d'avoir remportée ensemble, Microsoft et Capgemini.